Bonjour à tous. C'est bon pour moi aussi? Ouais, c'est bon. Donc, pour introduire cette conférence sur l'Institut Tavistock, je vous propose qu'en fait, on la dédie à Michel Onfray, qui ne cesse d'avancer sur le sentier lumineux de la force, puisque récemment, il a déclaré que la civilisation occidentale était en train de chuter, d'une part, et de l'autre part, à propos de l'obligation de tous nous sentir Charlie, il a dit que ça renvoyait aux méthodes de propagande qui étaient utilisées notamment par Edouard Bernays dans Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie, qui a été publié en 1928. Où il disait que Bernays vantait d'être au service d'un gouvernement invisible. Et en fait, si vous mélangez bien ces déclarations, vous obtenez globalement ce qu'a fait l'Institut Tavistock au XXe siècle, c'est-à-dire de volontairement faire chuter la civilisation occidentale par le moyen des ingénieurs sociaux au service d'un gouvernement invisible. Donc merci Michel. Donc, pour ce qui est de l'ingénierie sociale, je vais reprendre la définition de Lucien Suris dans Gouverner par le chaos. C'est une modification planifiée du comportement humain, c'est-à-dire des techniques de manipulation ou de suggestion qui sont censées vous faire vous comporter d'une manière ou d'une autre, de préférence sans que vous vous en rendiez compte. Alors, l'Institut Tavistock, au début, a été financé par la famille royale d'Angleterre et par les Rothschild. Et dans les années 40, il a été financé par Rockefeller, le bienfaiteur Rockefeller, dont vous pourrez voir ici à quel point il était bienveillant. Le philanthrope. C'est une citation qui est tirée de ses mémoires. Voilà, si ça peut vous donner une petite idée sur la direction générale de l'Institut. Laisse un peu plus longtemps, peut-être. Vous avez eu le temps de lire? Non. De toute façon, je laisserai le PowerPoint à disposition des organisateurs et puis vous pourrez lire à loisir les diverses citations que j'ai mis dedans. Je passe. Donc Tavistock, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une officine d'ingénierie sociale, c'est plutôt un réseau qui s'est développé dans diverses institutions. Ici, vous avez quelques noms, mais il y en a beaucoup d'autres. Et là, je vais traiter de l'Institut en tant que tel, de la clinique Tavistock, de ce qui se concerne vraiment strictement Tavistock. Mais si vous voulez voir un petit peu ce qui s'est fait sous la coupe de ces ingénieurs sociaux depuis des dizaines d'années, vous pouvez éventuellement vous renseigner sur ce que font ces différents centres-là. Globalement, en français, il n'y a pas grand-chose. Il y a des écrits sur quelques blogs. Il y a récemment un maître de conférence qui s'appelle Baptiste Rapin, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle « Au fondement du management ». Théorie de l'organisation, et qui traite beaucoup de tout ce qui a trait à la cybernétique, où il parle notamment de l'Institut Tavistock et de ce qu'ils ont fait dans leurs travaux. Donc je vous invite à vous y reporter. Sinon, il y a énormément de sources en anglais, ce qui est très pratique. Vous avez John Coleman, qui se présente comme un ancien espion du MI6, qui est le premier à avoir écrit sur l'Institut Tavistock en 1969. Il avait appelé son travail l'Institut Tavistock de relations humaines, le contrôle britannique des États-Unis. Il a attendu 2005 pour produire un bouquin sur l'Institut Tavistock, qui est globalement un livre très historique. Et il est aussi particulièrement connu pour avoir été à l'origine de la thèse selon laquelle les Beatles seraient une création de l'Institut Tavistock, et une grande opération d'ingénierie sociale durant la contre-culture. Vous avez les publications de Lyndon LaRouche, qui est un mouvement, qui autour de lui, c'est quoi, c'est un mouvement politique américain, oui, d'obédience plutôt marxiste, je dirais. Non, il y a une partie en fait du LaRouche Movement fait partie officieusement du camp démocrate. Et le représentant ici, on va dire, du mouvement larouchiste, c'est Cheminade. Oui, Cheminade. Et c'est vraiment la plus grosse base de données sur l'Institut Tavistock. Vous pouvez trouver énormément de PDF qui sont sortis dessus depuis une quarantaine d'années, puisque Larouche a eu énormément de revues. Et il y a vraiment énormément d'informations sur les divers sujets qui en traitent. Et plus récemment, vous avez Daniel Estulin, qui est un journaliste d'investigation qui s'est fait connaître notamment pour avoir écrit un livre sur le groupe de Bilderberg, La véritable histoire des Bilderbergers, et qui traitait dedans de ce groupe, et également de la commission trilatérale et du Council on Foreign Relations, qui a attendu fin 2011 pour publier un livre sur l'Institut Tavistock. Et c'est ce bouquin-là. Pour l'instant, vous pouvez le trouver en espagnol, mais celui-là, s'il y en a à traduire, c'est vraiment celui-là qu'il faut traduire aujourd'hui sur le sujet. Il prend pas mal d'informations qui ont été émises par les publications Larouche, et il complète avec énormément d'éléments supplémentaires. Donc quelques exemples contemporains de ce que nous devons à Tavistock. Donc c'est une liste qui est évidemment non exhaustive. L'interdiction de la fessée, qui est un petit peu discutée, qui ferait de la peine à Cohn-Bendit, c'est directement en filiation avec la lutte contre l'autorité de l'Institut Tavistock, tout ce qui a été fait sur la cybernétique, sur la régulation des relations sociales, ne surtout pas créer de conflits. Et vous avez les opérations sous faux drapeau à la Charlie Hebdo, comme on a vu récemment, qui sont, à mon avis, pas que de mon avis, une opération des officines de renseignement. Et ensuite, toutes les opérations sous faux drapeau dont vous pouvez avoir connaissance, qui ont lieu depuis quelques années. Le DSM-5, alors le DSM, c'est un manuel diagnostique et statistique de la psychiatrie, qui a été mis par la psychiatrie. Et la version 5, d'après ce que j'avais lu, considère que si après que vous ayez perdu un proche, si 2 semaines après vous n'avez pas fait votre deuil, vous êtes considéré comme médicalisable.
Dans le DSM-4, c'était 2 mois la durée, et dans le DSM-3, il n'indiquait pas de durée particulière. Voilà. En fait, ils considèrent qu'un comportement égale un symptôme égale une possible médicalisation. Ce qu'ils font avec les gamins qui considèrent comme étant victimes de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité, le TDAH. La Ritaline. Hein ? Consommation de Ritaline. Ouais, c'est ça. Et histoire de savoir d'où viennent certaines doctrines dont on pourrait être proche, il y a aussi la décroissance. Le premier théoricien de décroissance s'appelait Kenneth Boulding. Il était membre de l'Institut Tavistock. Et cette doctrine est née dans la foulée du rapport Meadows du Club de Rome sur les limites à la croissance, qui était un rapport néo-malthusien. Vous avez aussi les ONG, dont le fonctionnement s'inspire directement de la voie tracée par Edward Bernays, qui a travaillé avec Tavistock. Et vous avez aussi le forum conspirationniste, entre guillemets, qui s'appelle Godlike Production. Donc c'était pas sûr qu'il soit détenu par Tavistock, mais maintenant c'est clairement marqué sur leur fiche Wikipédia en anglais, qu'ils le détiennent eux-mêmes. Comme ça, ils peuvent profiler les mecs qui émettent quelques théories, ils peuvent lancer des fausses rumeurs pour ensuite orienter les gens vers des fausses pistes, et ainsi maîtriser un petit peu leur opposition. Donc globalement, je vais vous exposer quelques faits d'armes qu'on leur doit au XXe siècle, et ensuite je vous ferai quelques portraits pour que vous puissiez voir comment seulement quelques personnes peuvent avoir énormément d'influence. Et si certains veulent se renseigner, on leur doit à peu près ces choses-là. Bon, c'est pas moi qui les faites, hein, j'ai trouvé sur Internet, mais globalement, elle correspond. On va commencer au commencement. Donc Coleman explique que l'ancêtre de Tavistock, qui s'appelle Wellington House, serait né en 1913, mais pour les sources ouvertes, moi j'ai trouvé 1914, donc je vous ai remis 1914. C'était le bureau de propagande de guerre de l'Empire britannique. Et l'idée, c'était, sous l'impulsion de Lord Northcliffe, qui était un baron de la presse de l'époque et membre du très maçonnique groupe de Milner, de lancer des désinformations contre le Kaiser William II, qui pensait qu'il représentait un danger pour la suprématie britannique. Et donc, il a commencé à émettre des rumeurs, en fait, exactement les mêmes rumeurs qu'on trouve aujourd'hui contre Bachar al-Assad, qu'on trouvait contre Kadhafi, contre Saddam Hussein, je peux revenir en arrière, contre Milosevic aussi, et en disant qu'il y avait des femmes qui étaient violées, des enfants qui étaient empalés sur des baïonnettes, les femmes qui se faisaient couper les seins, des exécutions de masse, énormément d'arbitraires. Alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. William II n'était pas particulièrement belliqueux, et en plus, il n'avait pas vraiment de total contrôle sur son armée. Donc les supports, ils étaient un peu plus rustiques que ce qu'on a aujourd'hui, mais il y a eu des faux témoignages, des faux dessins, des faux dossiers qui ont été montés. On peut en retenir 2. Il y a Louis Raymakers, qui était un dessinateur néerlandais qui publiait souvent des caricatures sur le Kaiser, donc qui a été encensé par Lord Northcliffe. Et tous les organes de presse, en fait, ont repris ces dessins-là et les ont encensés aussi, puisque lui donnait les ordres. Et il était reçu par Woodrow Wilson aux États-Unis, qui a également encensé son travail. Et son bouquin a été préfacé par le Premier ministre britannique qui s'appelait Lord Asquith, qui était aussi membre du groupe de Milner. En 1915, il y a eu aussi ce qu'on appelait le rapport Bryce, donc, qui a été fait par un éminent historien de l'époque, et qui se présentait comme ayant regroupé 1200 témoignages oculaires de victimes ou de témoins de ce qui se passait sous William II. En fait, c'était complètement faux. Après, le rapport a été démystifié. Et les fameux témoins oculaires n'ont jamais été retrouvés. Pourtant, il y a des gens qui ont cherché, il y a de l'argent qui a été investi. Et en 1917, vous avez la fameuse commission Krill. Je pense que vous connaissez le I Want You for US Army. En fait, ça vient de ces gens-là. Et ça a été fait par des agents de Wellington House aux États-Unis. Donc Walter Lippmann, qui est considéré, du moins sur sa fiche Wikipédia, comme le commentateur politique le plus influent de son époque, qui a écrit un livre, sûrement le livre fondateur de l'opinion publique en 1902, qui s'appelle Public Opinion. Et vous avez le fameux Edward Bernays, dont j'aurai l'occasion... La fabrique du consentement aussi, je crois. Non, ça c'était Chomsky-Hermann. Je sais pas si pas... Par contre, l'ingénierie du consentement, c'est Bernays. Voilà, mais j'en parlerai. Ensuite, pour voir des méthodes un peu plus actuelles, vous avez la fameuse affaire des couveuses koweïtiennes, que vous connaissez peut-être, où il y a une jeune fille qui s'est présentée en pleurnichant à la tribune, en disant qu'elle avait vu les soldats irakiens jeter des bébés hors des couveuses, les piétiner. Et donc ça a évidemment retourné l'opinion publique, et qui est partie et ensuite poussée à la guerre, enfin ça a plus ou moins légitimé la guerre du Golfe. En fait, cette petite nana était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, et l'opération a été financée à hauteur de $600 000 par l'ambassadeur auprès de la boîte Hill & Knowlton qui bossait avec l'Institut Tavistock. Et qui a fait la campagne d'Hillary Clinton aussi, en 2008 je crois. En haut à droite, vous avez le massacre de Radchak, qui a été attribué à Milosevic et à ses hommes. Alors Elena Ranta, qui était une observatrice qui avait rendu un rapport officiel sur la question, est revenue plusieurs années après sur ses déclarations. Elle a dit qu'elle avait été forcée de dire ça, mais qu'en fait Milosevic n'y était pour rien.
la troisième, j'ai juste mis pour rigoler, avec Colin Powell qui tient sa fiole de pisse en faisant croire que c'est de l'anthrax. C'est juste pour rigoler, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et en bas à droite, vous avez le massacre d'Oula, qui a été attribué à Bachar al-Assad. D'après mémoire, c'est l'armée syrienne libre qui l'avait perpétré. Ouais, en fait, voilà, ça c'est le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui a fait une contre-enquête, qui a été très largement étouffée, et qui a prouvé que le massacre avait été commis effectivement par les pseudo-rebelles syriens. Ensuite, vous en avez d'autres que j'ai pas mis. Vous avez des fausses exécutions, décapitations devant des écrans verts. Vous avez Ben Laden qui, au fur et à mesure que les années avancent, a sa barbe qui rajeunit. Il y a plein de trucs comme ça qui sont pas forcément très bien faits. Ouais, Timisoara aussi, exactement. Ce qui est intéressant avec Timisoara, en fait, c'est qu'ils ont mis ça donc, sur le dos de Ceausescu. Le charnier était faux. Et en fait, au même moment, les Américains étaient en train d'attaquer Panama City et de bombarder Panama City, sauf que toutes les caméras du monde entier étaient en fait tournées vers Timisoara et rien de ce qui se passait au Panama à ce moment-là n'était filmé. Pour reprendre sur le fil historique après la Première Guerre mondiale, donc la clinique Tavistock a été créée en 1920. Encore pour faire plaisir à Michel Onfray, juste en face, il y a la statue de Freud qui trône. Elle a été créée, alors officiellement elle a pris le nom de Tavistock parce qu'elle est située à Tavistock Square. Plus officieusement, c'est en l'honneur du bienfaiteur de la clinique qui s'appelle Herbrand Russell, donc un parent de l'eugéniste Bertrand Russell, qui était 11e duc de Bedford et marquis de Tavistock. Et l'idée de cette clinique, officiellement, c'était d'étudier les effets ce qu'on appelait les shell shocks, les orages d'acier, donc les névroses de guerre sur les patients, les traumas de guerre, et pour ensuite permettre de mener des thérapies sur des sujets, les faire guérir et puis les réinsérer dans la vie civile. Mais ça permettait aussi d'accumuler beaucoup d'informations pour savoir quel était le point de rupture psychologique d'une population et pouvoir éventuellement les appliquer, comme vous verrez certaines déclarations. Donc le premier directeur s'appelait Christian Miller, et celui qui l'a poussé vers la sortie, qui était son directeur adjoint, était John Growling Rees, dont je vais beaucoup vous reparler. Là, j'ai fait une erreur à la radio, j'ai dit que c'était Kurt Lewin qui était en 1932 le directeur, parce qu'il y a les deux versions qui circulent, mais après vérification, c'est bien John Growling Rees qui était directeur en 1932. Je vais vous lire une bonne petite citation de lui, ça permettra de passer rapidement sur les années 20, d'un texte qu'il a écrit en 1940 dans la revue Mental Health, volume 1, numéro 4. Plus particulièrement depuis la dernière guerre mondiale, donc depuis la première, nous avons beaucoup œuvré pour infiltrer les diverses organisations sociales de tout le pays. Et tant dans leur travail que dans leur positionnement, nous pouvons clairement voir combien les principes pour lesquels notre société, avec un grand S, donc leur organisation, et d'autres se bâtirent dans le passé sont désormais acceptés comme faisant partie du régime de travail ordinaire de ces divers corps. Ceci est comme ce devrait être, mais pendant que nous nous en félicitons, ne nous reposons pas sur nos lauriers et gardons en tête que l'ampleur de la tâche qui nous attend est encore plus grande. De la même manière, nous avons mené une attaque utile à l'encontre d'un bon nombre de professions. Les deux plus faciles furent bien entendu l'enseignement et l'Église. Les deux plus difficiles sont le droit et la médecine. Quiconque dont la mémoire ne remonte ne serait-ce qu'à une douzaine d'années ne pourra que réaliser à quel point le changement est important dans l'esprit des professionnels, tandis qu'indubitablement d'autres, visionnaires, verront combien il nous reste à accomplir. Si nous voulons infiltrer les autres activités sociales et professionnelles, je pense que nous devons imiter les régimes totalitaires et mettre en place une activité de type 5e colonne. Si de meilleures idées sur la santé mentale viennent à progresser et se diffuser, alors nous, les représentants, perdons notre identité. Je veux dire par là que nous n'apporterons pas une aide suffisamment efficace si, lorsque nous parlons au nom du Conseil national ou de tout autre corps, nous n'adoptons pas une approche plus subtile, adaptée aux circonstances particulières du moment. Cela n'aura vraiment aucune importance si personne n'entendait parler de ce conseil, à partir du moment où le travail est fait. Soyons tous, désormais et très secrètement, la 5e colonne. Donc, ER a repris la traduction qu'on en avait faite, vous pourrez trouver sur leur site en français, c'est assez explicite. Et c'est justement à partir des années 40 que Tavistock va vraiment prendre beaucoup plus d'ampleur. John Coleman dit qu'ils sont à l'origine de la création de l'OSS, qui est l'ancêtre de la CIA, donc par extension de la CIA quelques années après. Donc ça, j'ai pas pu le vérifier. Par contre, il y a en effet quelques membres de Tavistock qui ont servi de formateurs et d'agents recruteurs pour l'OSS. On en reparlera ensuite. Kurt Lewin, vous le retrouverez durant les conférences Messi sur la cybernétique. Et Gregory Bateson, vous le retrouverez aussi durant les conférences Messi. Et ça a été un grand promoteur du LSD, très impliqué dans le programme MKUltra et à l'origine des hippies aussi. Dans le même temps, aux États-Unis, il y a eu des travaux qui ont été menés par l'école de Francfort, donc qui est au départ une école allemande. Francfort, c'est pas le vrai nom, c'est l'Institut pour la recherche sociale. Elle a été interdite sous Hitler, et donc les mecs sont partis aux États-Unis. Il y a Max Horkheimer que vous voyez à gauche et Theodor Adorno, donc qui serait derrière la composition de la musique des Beatles, d'après Coleman, qui sont allés aux États-Unis. Et à partir de 1943, ils ont commencé à faire une étude sur les préjugés, pour voir si les Américains étaient antisémites. L'année suivante, ils ont été financés par l'American Jewish Committee et la fondation Rockefeller. Et ils ont eu un service comme ça, un service dédié où ils pouvaient travailler. Et en 1950, ils ont publié un livre qui s'appelle « La personnalité autoritaire »,
où il disait qu'il fallait absolument mener des réformes sociales, que la croyance en Dieu des Américains était problématique, que leur patriotisme était intrinsèquement fasciste. En fait, on s'entendrait se faire reprocher d'être français et d'aimer la France aujourd'hui. Donc vous voyez directement d'où ça tire ses sources. Et en fait, leur livre était complètement biaisé, puisque c'est censé être une étude neutre, comme prétendent le faire les sociologues. Mais déjà plusieurs années avant de commencer leur travail, ils avaient dit qu'il fallait absolument détruire tout ce qui était sentiment patriotique et religieux chez les Américains. Et une petite citation de ces messieurs. « Les techniques pour vaincre la résistance, développées principalement dans le champ de la psychothérapie individuelle, peuvent être améliorées et adaptées pour une utilisation avec des groupes et même pour un emploi à grande échelle. Nous n'avons pas besoin de supposer que l'appel à l'émotion appartient à ceux qui s'efforcent de lutter dans le sens du fascisme, tandis que la propagande démocratique doit se limiter à la raison et se restreindre. Si la peur et l'esprit destructeur sont les sources émotionnelles majeures du fascisme, l'éros appartient principalement à la démocratie. » Donc promotion de l'éros qu'on retrouvera durant le libéralisme libertaire et toute la vague de contre-culture des années 60. Sujet central chez Tavistock, donc le contrôle mental, également connu sous le nom de mind control. Donc la version douce qui est la cybernétique, avec les conférences sur la cybernétique, sur cette photo qui ne fait pas du tout ésotérique. Vous avez donc, vous retrouvez ici des membres de Tavistock, Kurt Lewin, Margaret Mead, vous avez Paul Lazarsfeld qui a collaboré avec eux, John von Neumann, qui est le père de la bombe atomique, et plus ou moins dans le projet Manhattan et de la cybernétique. Non. Et vous avez Norbert Wiener, qui est le père de la cybernétique moderne. Et je ne les vois pas tous très bien, mais de toute façon, je vais vous égrener les noms juste après. Donc, la cybernétique, en fait, c'est un moyen, officiellement, c'est un moyen d'unifier diverses sciences pour trouver un fonctionnement général du comportement humain. Officieusement, c'est plutôt anticiper sur les réactions pour pouvoir justement contrôler le comportement humain. C'est un peu dans la continuité de ce que préconisait directement l'Institut Tavistock. C'est né plus ou moins dans la suite des débuts de la théorie de l'information, des années 40, qui est très liée à l'informatique. Il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où, avec l'industrie naissante, on a commencé à décomplexifier les tâches, et où on finissait, comme Chaplin dans les temps modernes, à faire un boulon à chaque fois. Et avec l'arrivée de l'informatique durant les années 30, ils ont cherché à recomplexifier ces tâches-là pour en faire des machines de plus en plus complexes qui aboutissent aujourd'hui à ce qu'on connaît. Et ils se sont dit sûrement que le cerveau humain fonctionne pareil. Il y a beaucoup de similitudes structurelles en effet. Et à partir de là, ils pouvaient savoir comment un cerveau traite de l'information et comment anticiper sur un comportement. Donc, comme je l'ai dit, il y avait plusieurs membres de Tavistock que vous avez pu lire ici. Juste William Sargant n'était pas membre des conférences Messi, mais il a été financé par la fondation Messi. Et lui, il avait écrit un bouquin qui s'appelle, donc il était de Tavistock, il a écrit un bouquin qui s'appelle Battle for the Mind, donc la bataille pour l'esprit, et le titre en anglais c'est Physiologie de la conversion et du lavage de cerveau. Et traduit en français, c'est juste Physiologie de la conversion religieuse et politique. Mais bon, le programme y est, quoi. Et ce groupe cybernétique a inauguré la Fédération de santé mentale en 1948, dont le premier président a été John Growling-Gris, donc je vous ai déjà lu une bonne citation tout à l'heure. Sur ces choses-là, un petit point intéressant à savoir, c'est que sur ces grandes organisations, le premier président de l'Organisation mondiale de la santé s'appelait Brock Chisholm. C'était un Canadien qui était très ami avec John Growling-Gris et qui a appliqué les mêmes méthodes de Tavistock de contrôle mental au Canada. Et en parallèle, on peut dire que l'UNESCO, c'était Julian Huxley, qui était son premier président et qui lui était eugéniste et frère d'Aldous Huxley. Society, ouais, son frangin. Voilà. Ensuite, sur les autres membres des conférences Messi, vous avez Paul Lazarsfeld, qui avait travaillé avec Tavistock. Vous avez Max Horkheimer de l'école de Francfort, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Vous avez Warren McCulloch, Walter Pitts, qui a ensuite travaillé au MIT, où on a aussi retrouvé Kurt Lewin. Bref, que du beau monde. Le MK Ultra. Donc c'est un projet qui a été vraiment de contrôle mental plus dur, qui a été déclassifié. Qui a été déclassifié il y a quelques dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, peut-être. Et en quoi ça consiste ? Le projet est né en 1951, au début il s'appelait Bluebird, donc là ça renvoie clairement à un poème maçonnique du début du XXe siècle de Ruben Dario, qui s'appelle L'oiseau bleu de la liberté, donc le Bluebird. Et d'après Stulin, ce qu'on appelle un Bluebird, c'est une victime d'un programme de contrôle mental. Ensuite ça s'est appelé Artichoke, et officiellement, en 1953, ça devenait le MK Ultra. Alors le MK Ultra, comment se fait le contrôle comportemental ? Il se fait avec l'usage de LSD-25, avec des électrochocs, et avec l'utilisation d'ondes radio, comme ça c'est
surtout développé dans les années 70. À partir de ce moment-là, c'est comme un ordinateur, quand vous effacez un disque dur, là vous effacez toutes les structures d'un sujet, et ensuite vous pouvez recombiner et refaire par-dessus, vous pouvez le programmer, et c'est là qu'il y a eu ce qu'on a appelé des candidats Manchou, des espèces de tueurs, les fameux tueurs programmés de la CIA que vous pouvez voir dans quelques films. Mais ça a été avéré, ça a été déclassifié. Et alors comment ça se déclenche? Je sais on parlait pas mal d'un bouquin qui s'appelle L'Attrape-Cœur, qui a été écrit par Salinger, qui est un ancien de l'OSS, et qui était retrouvé sur pas mal de scènes de crime du MK Ultra, attribué à MK Ultra, et bon, il y a des gens qui pensent qu'il y a beaucoup de mots déclencheurs dedans, puisque ça fonctionne par mots. Je vous donnerai une liste de films tout à l'heure, si vous voulez, vous pourrez voir un petit peu ce qui se fait sur le MK Ultra, mais vous pouvez déjà aller voir Un crime dans la tête avec Denzel Washington. De films complot aussi avec Mel Gibson. Ouais, c'est ça, théorie de la conspiration, quoi. Je crois, conspiracy theory. Et la radio, tu m'as demandé aussi le lien, s'il y avait un lien occulte avec Blavatsky, donc j'avais pas su répondre, donc j'avais cherché un peu. Et il y a vraiment un lien ésotérique avec la théosophie d'Elena Blavatsky. Donc cette personne a développé sa théorie durant le dernier quart du 19e siècle. Et en 1875, elle écrivait, la doctrine qu'elle voulait mettre en place, c'était une espèce de religion mondiale où il y avait plus de classes, plus de races, plus de différences sexuelles et plus de nations non plus. Donc une espèce de nouvel ordre mondial globalisé avant l'heure. Elle préconisait aussi de faire des études comparées de la religion, donc ce qu'on retrouvera dans le New Age avec une tentative de syncrétisme des différentes religions, et aussi de repousser les limites du psychisme humain, notamment par l'utilisation de drogue. Donc quel est son lien avec le MK Ultra? Il y en a pas mal. Il y a le LSD déjà. Ouais, le LSD déjà, mais il y a plein de petits symboles comme ça qui sont employés. Il y a le White Rabbit qui était chanté par le groupe psychédélique Jefferson Airplane et qui renvoie au lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, sachant que Lewis Carroll en 1887 a fait partie d'une société aussi un peu barrée qui s'appelle la Société de recherche psychique. Et le lapin blanc renvoyant aussi à l'initiation, quoi. Et vous avez le magicien d'Oz, qui est souvent employé dans le programme MK Ultra. Oz qui renvoie à Osiris, sachant que Blavatsky avait écrit un bouquin qui s'appelle Isis Unveiled, donc ces deux choses renvoient à l'Égypte. Et vous verrez beaucoup dans le magicien d'Oz, le pays d'Oz est vert. Et le vert, c'est la couleur qui est assimilée à Osiris. Donc il y a pas mal d'ésotérisme dedans. Et une version qui n'est pas Candida Manchou, c'est la drogue qui a été diffusée massivement durant les campus américains. On a dit que c'était une révolution spontanée de la jeunesse contre la guerre, contre l'arbitraire du pouvoir. En fait, c'était pas du tout le cas. C'était une énorme opération d'ingénierie sociale. Le FBI avait reçu des ordres pour laisser la drogue se diffuser. Et ça a donné Monterey Pop en 67, Woodstock en 69. Par la suite, le New Age et ensuite l'ère du Verseau. Et j'ai oublié de dire quelque chose sur l'occultisme aussi. C'est le lien entre Aleister Crowley, donc qui était un sataniste qui était adepte de la théosophie de Blavatsky, qui a rencontré par l'entremise de H.G. Wells Aldous Huxley en 1930, et ils ont pu échanger sur les différentes visions. En 1932, 2 ans plus tard, Huxley écrivait le meilleur des mondes, que vous connaissez sûrement, avec une espèce de médicalisation totale de la population. Et en 1961, il se prononçait pour un totalitarisme non violent avec des camps de concentration de l'esprit. Et en 1967, Huxley écrivait un manifeste qui s'appelle les portes de la perception, je crois, qui était en faveur de la révolution psychédélique. Juste une précision sur Monterey Pop, je l'avais dit à la radio sur MZ, mais il y a un enregistrement audio et vidéo qui est disponible sur Internet, qui est disponible et qui peut se trouver assez facilement, où on entend la voix de Wavy Gravy, qui était un des organisateurs du Monterey Pop, et qui dit ne croyez pas les gens qui vous disent que des mauvais acides circulent, ce sont des mensonges, ce sont des vilains conservateurs, ce sont des gens qui sont dans la répression, c'est des réactionnaires, les écoutez pas. Et en fait, on a découvert que Wavy Gravy était lui-même membre de la CIA à une époque et qu'il était partie intégrante du projet MK. Voilà. Et c'était des expériences grandeur nature à l'échelle d'un festival, quoi. Et pour revenir sur le candidat Manchou, j'ai oublié de dire, donc j'ai mis la photo de James Holmes, qui est le fameux tueur d'Aurora qui se prenait pour un Joker durant la projection de Batman. Quand il a été interrogé, il ne se rappelait de rien depuis des jours et des jours. On a vu les mêmes choses avec Timothy McVeigh, avec l'attentat d'Oklahoma City, également avec Mark Chapman, qui est l'assassin de John Lennon. Ciaran Ciaran, l'assassin de Bobby Kennedy. Et pour finir sur la contre-culture, sur les Beatles, vous avez qu'à prendre la pochette de Sgt Pepper, et dans le livret, il vous marque quels sont les personnages qu'ils ont mis sur la pochette. Donc ils ont mis Aleister Crowley, ils ont mis H.G. Wells, ils ont mis Aldous Huxley, évidemment, Thomas Edward Lawrence, qui était l'amant d'Huxley, et fait pas mal de gens qui faisaient partie de la société Fabienne. Il y a des fans de Led Zepp ici, non? Oui. Ouais.
Ouais, bah, C'est pas grave. les Led Zepp, en fait, Page et Plant ont été très influencés par Crowley. Et alors, si ma mémoire est exacte, en fait, il y a même une chanson qui s'appelle K quelque chose. Et ça correspond, je crois, à un mont qu'on trouve dans l'Himalaya, que Crowley avait gravi. Et en fait, c'est une référence à ça. Alors, je sais plus si c'est Page ou Plant, pardon. Il y en a un des deux qui a acheté une demeure qui a appartenu à Crowley. Enfin, l'influence de Crowley est vraiment importante pour eux, quoi. Et si vous voulez vous pencher plus en avant sur le MK Ultra, vous avez un site qui s'appelle MK Police, qui est vraiment très complet sur tous ces dossiers-là. Et la cartographie dynamique ici, vous embêtez pas à retenir l'URL. En fait, vous allez sur le site MK Police, vous allez dans le dossier MK Ultra, et dans les liens en haut, vous avez cette cartographie. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers d'autres dossiers. Il y en a vraiment pour, à mon avis, des jours à tout lire. Et toutes les informations sont vraiment là en source ouverte. Et un petit bonus, enfin je dis bonus parce que j'ai découvert seulement il y a quelques jours, c'est quand en fait Tavistock a infiltré le mouvement Occupy Wall Street avec quelque chose qui s'appelle le social dreaming. Donc c'est une capture d'écran directement de leur site où ils disent oui nous avons pas nous avons infiltré, mais nous sommes allés questionner ces gens qui étaient contre la finance. Et en fait le social dreaming était un programme qui était développé, comme vous pouvez le lire, par Gordon Lawrence, qui était membre de Tavistock, qui était développé en 82. Et l'idée c'était d'aller voir justement quand des gens se regroupent quelles sont leurs aspirations sociales, de quoi ils rêvent. Et ce qu'ils ont fait, ce sont des ateliers où les animateurs étaient évidemment des gens de Tavistock. Ils ont aussi une méthode de profilage, quoi. Ils ont demandé aux gens de leur livrer quelques informations, donc des informations ensuite assez intimes, et qui ont été publiées sur les blogs. Là, je vous ai mis avant la capture d'écran, mais quand vous descendez, vous avez un nombre vraiment énormissime de témoignages, et ils ont fait ça dans plusieurs villes. Je vais passer au portrait des personnes dont je vous ai parlé. Donc, John Growling Rees, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Là, ce qu'on pourra retenir, c'est que ça a été le médecin personnel de Rudolf Hess. C'est pour ça que quand le rapport a été rendu comme quoi Rudolf Hess était fou et qu'on sait qu'il y a John Growling Rees qui est passé derrière, on peut émettre certains doutes. Je ne l'ai pas mis ici, mais il est aussi resté conseiller pour la CIA pour le recrutement des agents jusqu'à 1959. Et alors son bouquin, The Shaping of Psychiatry by War, est vraiment très intéressant et plein de perles. Vous embêtez pas à tout lire, de toute façon je passerai le PowerPoint. Et bon, il nous le fait en 3 chapitres, mais il y a quand même pas mal d'informations. Où il explique qu'avec la responsabilité qu'a pris la psychiatrie après la Première Guerre mondiale, après avoir soigné justement tous les désordres des victimes de guerre, ça devait pouvoir naturellement s'étendre à la vie civile, puisque ce qu'ils appellent névrose de guerre, dans la vie civile, ils appellent juste ça désordre émotionnel. Et Rees dit que ceci doit s'appliquer à des groupes plus grands, avec des communautés et des nations. Donc ce ne sera pas étonnant de voir qu'il est financé par le fonds du Commonwealth, sachant que le Commonwealth en renvoie encore une fois au groupe de mineurs. Il nous expose que les travaux avec les enfants ont donné de meilleurs résultats qu'avec les adultes. Donc, on se retrouvera aussi dans le MK Ultra, où il disait ceux qui faisaient le MK Ultra disaient que c'était mieux de prendre les gens jeunes parce qu'ils étaient plus faciles à manipuler. Il se prononce aussi pour la pédopsychiatrie, en fait. Il dit qu'il a obtenu un gain dans la compréhension des structures de groupe et des relations interpersonnelles, que la psychologie, avec les progrès qui ont été faits dans ce domaine-là, est devenue une arme de guerre beaucoup plus efficace qu'elle ne l'était avant. Et que pour la première fois, ils ont mis au point des méthodes de sélection des leaders, des grands groupes, qui étaient réellement efficaces. Et il remerciera d'ailleurs William Sargant aussi sur Battle for the Mind, sur autre chose, c'est-à-dire sur le succès qui a pu être fait avec la narco-analyse, les sédatifs et également les thérapies avec l'insuline. Pour le deuxième chapitre, je vais retenir juste une seule chose. Il parle des opportunités qui émergent. Là, il se satisfait des gains de la psychologie analytique, des données de la psychiatrie grâce à la guerre, et explique que ça pourrait être appliqué avec profit en 1900, donc à cette époque-là, en 1945, mais aussi pour modeler en fait les pays occupés après-guerre. Et là, cette info est vraiment intéressante puisque c'est Henry Dix qui nous dit que donc un autre membre de Tavistock, qui dit lui-même dans un de ses bouquins, 50 ans à la Tavistock, que c'est le colonel Dick Randall, qui est un autre membre de l'Institut Tavistock, qui a été lui-même en charge du programme de dénazification de l'Allemagne et de la formation des futures élites social-démocrates. Dans le dernier chapitre, la voie à suivre, open bar, c'est la psychiatrie partout, des services de santé pour la nation, élargir l'influence de la psychiatrie, un management psychiatrique adapté, dit, à chaque culture raciale, se servir de la radio et des films si besoin pour influer sur les comportements. Là, je ne l'ai pas dit, mais dans les années 40, Tavistock avait bossé avec Walt Disney pour les films de propagande de guerre. Et avec Orson Welles aussi.
Ouais, la fameuse fausse invasion, la guerre des mondes. Ouais. En fait, c'était un programme Tavistock. Mais en fait, il y avait Wells, mais derrière, c'était quelqu'un qui s'appelait Aldé Cantril, qui était psychologue à la Tavistock. Et aussi, il veut une bonne place pour les psychiatres dans l'éducation. Et je dois une gentille petite citation de lui. Il dit: devrait y avoir des groupes et des équipes à l'œuvre partout dans le monde qui rassemblent leurs découvertes et travaux dans le but commun de résoudre les problèmes sociaux, économiques et spirituels des communautés et des nations. Excusez-moi. Je vais passer à quelqu'un qui s'inscrit directement dans sa filiation, Frank Kitson, qui est très méconnu en France. Dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, pourtant, on peut tous penser que lui aussi est Charlie, puisque il est considéré comme le théoricien des opérations sous faux drapeau. Il a servi comme officier de renseignement en 1945 en Allemagne. En 1953, il était envoyé au Kenya pour lutter contre la rébellion Momo et pour l'écraser. Et à partir de là, il a monté ce qu'on a appelé ce qu'il appelle des counter-gangs. Ce sont des pseudo-gangs. C'est-à-dire, ils font prisonnier quelques membres d'un gang. Il leur lave le cerveau version Tavistock. Lui, il présente la chose différemment. Il dit qu'ils le font craquer, puis qu'ensuite, ils l'intègrent dans le groupe. Et à partir de là, il renvoie la personne dans le gang sans que le gang sache que la personne a été faite prisonnière. Et cette personne peut ensuite l'équivalent d'un candidat mandchou conditionné, qui rapporte des informations et pour permettre de localiser ce gang qu'ils n'arrivaient pas à localiser, et ensuite pouvoir éliminer les membres du gang, justement. Sachant que Kitson est allé jusqu'à construire des faux villages africains, où il a intégré ces pseudo-gangs, et où ensuite il y avait des Africains qui étaient sympathisants des gangs qui venaient justement donner des informations. Il a pu les détruire comme ça. Tu parleras peut-être de l'IRA, du Bloody Sunday aussi. Voilà. Donc c'est exactement le même genre de choses qu'on a vu dans les années 60 aux États-Unis, puisqu'il y avait, la version pour blanc avec les campus universitaires où le LSD était diffusé, puis il y avait la version pour noir avec les pseudo-gangs infiltrés dans les ghettos noirs et la diffusion de la drogue à cette époque-là, massivement. Donc ce qui aboutit au gang de racailles qu'on connaît aujourd'hui. J'ai peut-être oublié de dire un petit truc sur Kitson. Je vais citer un article de Minicello de 74, donc qui travaille avec Larouche, et qui nous dit: aux États-Unis, la Law Enforcement Assistance Administration, LEAA, fondée par la CIA, prit le contrôle du réseau de lavage de cerveau que la CIA avait mis sur pied dans les prisons nationales quelques années plus tôt pour détruire le mouvement noir. La LEAA utilisa ce réseau comme base pour la création de nombreux grands counter-gangs, tant noirs que blancs, de droite et de gauche. La LEAA prit aussi la responsabilité de rationaliser et remodeler les départements de police urbaine pour les rendre aptes à utiliser les techniques sophistiquées qui avaient été laborieusement testées au Vietnam. Sachant que parmi les gangs, les pseudo-gangs noirs qui ont été infiltrés, ils donnaient les noms aussi d'un gang qui s'appelait The Momo aux États-Unis, une organisation, les Kawaii Baraka et les Benizaken de Brooklyn. Il y en a sûrement d'autres à recouper. Minicino dit que le Home Office fait exactement pareil en Angleterre, et qu'en Italie, la division de guerre psychologique de l'armée, qui était contrôlée par la CIA, a travaillé avec l'un des plus grands counter-gangs qui existait à l'époque, le MSI fasciste. Donc je passe à Kurt Lewin, qui était vraiment une figure centrale de Tavistock. Il est mort en 1947, mais il avait prévu en 1948 d'aller passer 1 an à la Tavistock. Et il a tellement travaillé avec eux en fait, qu'il est considéré comme membre de Tavistock. Et je passerai sur la dynamique des groupes. Je vais plutôt m'arrêter sur la psychologie topologique qu'il a diffusée dans un article de 1942 qui s'appelle le Time Perspective and Moral, donc le perspective du temps et le moral, sachant que, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire une citation de Ries que j'ai mis tout à l'heure, mais que le moral c'est l'équivalent de la santé mentale pour les psychiatres. Donc vous pouvez reformuler perspective du temps et santé mentale, les interactions qu'il y a entre les deux. Et dans cet article que vous pouvez trouver sur Internet, il disait que si on appliquait une stratégie de terreur sur une personne, elle se retrouvait, là, comme dans le type MKUltra, complètement déphasée, et ensuite elle était beaucoup plus susceptible et beaucoup plus propice à la manipulation. Et il fait une comparaison entre les enfants et les adultes. Il disait que l'enfant vit dans l'instant, là où l'adulte, lui, planifie plus ou moins les choses sur le long terme, et qu'un bon moyen de manipuler, c'était justement d'infantiliser la population. Il a pris sa fluidité. Là. Ouais. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui avec le titillament de Brzezinski, même depuis mai 68, tout de suite, jure sans entrave, etc. etc. Ces applications, vous pouvez les voir également dans le manuel Kubark, manuel de torture psychologique de la CIA, que l'éditeur Zone a mis gratuitement en ligne sur son site internet. Vous pouvez trouver aussi au format bouquin. Et si vous avez les photos en tête, rappelez-vous les prisonniers à Guantanamo, également les prisonniers que vous voyez à Abu Ghraib en Irak, c'est exactement les méthodes de privation sensorielle qui ont été appliquées à ce moment-là. Et sur Lewin, j'en avais une, oui. C'est que ensuite il a fait des travaux sur la modification comportementale pour aller encore plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que personne, on n'est pas une personne indivisible, mais on est fractionné en diverses personnalités qui émergent selon les contextes. C'est ce qu'ils avaient découvert. Et donc l'idée, c'est de passer
de la modification comportementale qui est temporaire à un vrai changement d'identité qui lui est durable, pour ensuite faire émerger une nouvelle personnalité beaucoup plus durable. Et ce que dit Lewin, il dit: lorsqu'un niveau de tension raisonnable est appliqué à partir de l'environnement, alors toutes les diverses capacités et facultés du moi profond se mettent en alerte, prêtes pour une action efficace. Mais quand un niveau intolérable de tension est appliqué, cette géométrie s'effondre en un magma aveugle et indifférencié, une personnalité primitive est régressée. La personne est réduite au stade animal, les capacités versatiles et hautement différenciées disparaissent. L'environnement contrôlé prend le contrôle de la personnalité. Je passe à Bateson, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vous redirai pas déjà ce que j'ai dit sur le LSD et le MK Ultra. Il est considéré comme le fondateur de ce qu'on appelait le Collège Invisible de Palo Alto, c'est-à-dire que ce n'était pas un corps professoral constitué, mais c'était un ensemble de spécialistes de diverses disciplines qui se réunissaient et qui travaillaient ensemble. C'est plutôt plus que moins à la base du constructivisme radical, dont on voit l'héritage aujourd'hui avec tout ce qui est, par exemple, la théorie du genre. La conclusion du bouquin L'invention de la réalité, qui a été fait par les gars de Palo Alto, c'était que puisqu'il n'y a pas une réalité universelle qui est perçue, mais que nous construisons, en fait notre cerveau construit des réalités, il y a une réalité par personne. Donc il y a autant de réalités légitimes qu'il y a de personnes. Et imposer une réalité plus qu'une autre, ça serait faire preuve d'un caractère horriblement autoritaire et totalitaire. Donc voilà, si un ladyboy veut se marier avec un chien, il n'y a pas de raison d'en empêcher, par exemple. La technique de schismogenèse, je vais passer rapidement dessus. C'est une manière de voir comment s'organisent ou se désorganisent des groupes. C'est ce qu'il a appliqué dans les colonies avec l'anthropologie appliquée, et qu'on a retrouvé récemment appliqué dans un câble qui a été diffusé par Wikileaks, qui s'appelle le rapport Rifkin, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc Charles Rifkin, c'est l'ancien ambassadeur des États-Unis en France. Et lui, il disposait d'utiliser le multiculturalisme pour détruire la France. Il préconisait notamment d'employer des professeurs que les États-Unis allaient envoyer, pour que ces professeurs apprennent l'histoire de France à nos gamins, mais que cette histoire de France le soit faite d'un point de vue américain. Ça veut dire qu'en grandissant, ces futurs patriotes, disons, auraient défendu la France telle qu'on leur avait apprise, et en fait, ça aurait été une France, mais vision américaine. Et une autre manière aussi, c'était de mettre en place des techniques pour les techniques d'anthropologie appliquée, de faire croire à des groupes d'individus qu'on les laisse vivre leur culture, c'est-à-dire on ne supprime pas leurs rites, on ne supprime pas leurs coutumes, mais en fait on les fait juste exister à niveau de folklore, c'est-à-dire que tout le reste, les mecs ils ont des puces RFID dans chaque membre de leur corps, mais ils peuvent pratiquer leurs rites quand même, il n'y a pas de problème. Son concept de double contrainte, je ne sais pas s'il y a un mec ou deux de DGSI dans la salle, mais bon, vous pouvez rester. Et ce sont ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Par exemple, si vous voyez une affiche avec un gros Big Mac à côté et qu'à côté vous voyez des amincissants, manger, bouger. Ouais, c'est ça, manger, bouger. C'est un peu les applications de la double pensée qu'avait théorisé George Orwell en 1984. C'est-à-dire, à force de ne pas savoir si on doit dire chaud, si on doit dire froid, on se retrouve en complète névrose. Donc pour la DGSI, les méthodes de bon flic, mauvais flic, en fait, ont été théorisées par les gens de l'Institut Tavistock. Ce sont exactement ces méthodes qui sont appliquées pour faire craquer quelqu'un. Margaret Mead, je passerai très rapidement dessus. Elle était sa femme un temps, elle était aux conférences Messi, comme je l'ai dit. On avait dit à la radio que Gloria Steinem était financée par la CIA pour relancer le féminisme dans les années 60. Il y a aussi Margaret Mead. Comme le premier féminin d'ailleurs, qui s'appelait Miss Magazine, je crois. Qui a été financé directement par la CIA. Margaret Mead a fait partie de celles aussi qui ont lancé le féminisme. Elle a été formée par Ruth Benedict, qui a travaillé à la Rand Corporation, donc une filiale de Tavistock. Et elle a relancé le féminisme avec quelqu'un qui s'appelle Betty Friedan, qui était une protégée de Kurt Lewin, qu'on retrouve un peu partout donc. Et cette nana, Friedan, a lancé en 1969 une association pro-avortement qui s'appelait Naral Pro-Choice. Ses travaux de l'anthropologie culturelle, elle allait chez ce qu'on appelle les Arapèches en Nouvelle-Guinée. Et elle avait dit qu'en fait, le genre sexuel était construit, qu'il n'y avait pas de rôle féminin, de rôle masculin, que c'était encore un arbitraire machiste. Et elle a dit que dans la société des Arapèches, c'était les hommes qui avaient un rôle de femme et les femmes un rôle d'homme. Seulement, les anthropologues sont revenus un petit peu sur le terrain quelques années après, et puis ils ont vu qu'en fait, l'étude était complètement biaisée, et que c'était complètement faux. Pourtant, je suis passé par les sciences sociales. Je sais qu'à la fac, on m'apprenait encore que Margaret Mead avait démontré que le sexe était encore une construction sociale. Pour l'anthropologie appliquée, je mentionnerai juste que Edouard Bernays a fait partie de la société d'anthropologie appliquée de Margaret Mead. Wilfred Bion, donc j'ai lu quelques éléments sur lui, je ne l'ai pas lu, je vais vous le mentionner très rapidement, puisqu'il est, c'est un peu celui qui a créé la dynamique de groupe, la thérapie de groupe que vous pouvez voir dans les séries américaines. Par exemple, vous êtes en groupe, il y a un psychiatre au milieu, vous dites bonjour, je m'appelle Maurice Gendre, j'ai un problème, je crois que l'ingénierie sociale existe. Tout le monde dit bonjour Maurice, expliquez-nous votre problème. Voilà, c'est exactement ces choses-là. C'est lui qui les a mis en place en fait.
désolé. Et à noter qu'il a été aussi un bon disciple de Wilfrid Trotter, qui était un peu un maître à penser pour Edouard Bernays. Trotter qui a diffusé en langue anglaise les travaux sur la psychologie des foules de Gustave Le Bon et qui a fait aussi des études sur le comportement de masse. En dernier, le père Bernays, donc neveu de Freud, puisque la femme de Freud s'appelait Martha Bernays. Donc peut-être vous le connaissez sûrement, l'opération Les Torches de la Liberté sur demande du lobby, du lobby. C'est Lucky Strike. Du tabac, ouais, c'est ça, du lobby du tabac, pousser les femmes à la fumette en public. Voilà. Ils ont brandi leurs cigarettes à la fin d'une manifestation donc de féministes. Et donc le fait de fumer était montré phallique comme un symbole phallique et d'émancipation, d'où le nom de l'opération Torche de la Liberté. C'est ça. Le Guatemala en 1954, c'est un coup d'État monté par la CIA avec l'aide de Bernays, donc 200 000 morts. Et je vais plutôt vous parler de son bouquin The Engineering of Consent, qui est pratiquement introuvable. Je sais que j'avais fait des recherches pendant 3 jours sur le net, j'en ai trouvé 10 exemplaires. J'ai chopé le moins cher, mais il coûtait quand même $250. Et il se trouve vraiment pratiquement plus, quoi. Et ce livre est assez intéressant à divers titres, puisqu'il nous parle directement d'ingénierie sociale dedans, où il explique que l'ingénierie sociale, en fait, est une application, pour lui, pratique des sciences sociales. Il sous-titre son bouquin Une approche scientifique des relations publiques. Il va en faire l'équivalent d'une science dure, c'est-à-dire vraiment où la marge d'incertitude serait réduite à 0, où on pourrait vraiment planifier et anticiper les comportements pour beaucoup mieux, alors il dit pas manipuler, il dit orienter l'opinion publique et la recalibrer en cas de mauvaise décision. Donc il s'appuie sur les sciences du comportement qui ont permis de perfectionner ces méthodes. Il cite diverses disciplines qui ont permis d'aller plus loin dans la connaissance du comportement et des réactions. À cette époque, il parle de sociologie, d'anthropologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la psychologie. Aujourd'hui, on pourra rajouter la théorie du chaos, les neurosciences, la programmation neurolinguistique aussi, les sciences cognitives et sûrement d'autres. Et pour lui, les relations publiques sont censées gagner soutien du public et ont 3 fonctions. Ajuster les comportements, influencer et persuader. Il dit que la persuasion est inséparable d'un mode de vie démocratique. Bon, c'est peut-être pas la même définition qu'on a de la démocratie, mais c'est en tout cas la sienne. Et ce qu'il nous dit, c'est que le but ici est de déterminer comment les méthodes d'ingénierie peuvent être appliquées pour résoudre les problèmes. Donc c'est toujours la manière tavistockienne de présenter les choses de manière positive. Et on y retrouve diverses méthodes de Tavistock, c'est-à-dire l'utilisation de projections visuelles et auditives de symboles, la création d'identifications mimétiques à la fois des personnages, des actions, des pensées et des manières de vivre, donc avec l'émergence de leaders culturels, des analyses, des structures de pensée ethniques et de groupes, l'appel à des chercheurs en opinion publique, des experts en film, en télévision, etc. etc. Ensuite, pour le processus, c'est très important. Ces 8 étapes en fait sont très importantes. Ça correspond aux 8 chapitres qu'il y a dans le bouquin, puisqu'il n'a écrit que le premier chapitre. Ensuite, il a fait appel à des experts qui chacun traite d'un chapitre. Il y a même un militaire dans le lot. Et ils expliquent comment petit à petit développer de manière pratique un plan qui pourrait marcher à 99 voire 100%. Et on peut notamment retrouver dedans quelques éléments qu'on voit chez les ONG. Pour reprendre ce que je disais au début, c'est par exemple mettre dans un comité des personnes qui sont de prestige pour légitimer une action d'ONG. J'ai mis Transparency International, mais, parce que je n'ai pas travaillé sur beaucoup d'ONG, mais vous en avez sûrement un paquet d'autres, c'est le fonctionnement habituel. Coleman dit que ce livre a servi de feuille de route à Tavistock pour les années 50, 60 et toutes les années à venir. C'est à mon avis le cas, mais on fera se pencher un peu plus longuement dessus. Si j'ai pas été clair sur certaines choses, vous n'hésitez pas à me le demander dans la séance de questions-réponses, et puis je vais passer la parole à Maurice. Je fais un petit sondage. Avant que Thibaut vous en parle tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui avaient entendu parler de Kitson ? Ouais, Lucien, tu triches, on sait. Ouais, Lucien, bon, tu triches, mais... À part Lucien, non ? D'accord. Ouais, bon, ça fait vraiment très peu de monde. C'est logique. C'est fait pour. C'est le genre de personnes, en fait, extrêmement importantes, qui ont joué un rôle fondamental à travers les décennies, dont on n'entend jamais parler, confère tous les personnages dont Pierre Hillard a parlé maintenant depuis plusieurs années, et dont, avant ses travaux, dont personne n'avait jamais entendu parler quasiment, quoi. Alors, je vais vous lire un bref passage en fait concernant Kitson, qui était le général britannique dont vous a parlé Thibaut tout à l'heure. Il avait travaillé sur la répression des mouvements anticoloniaux en Malaisie, à Chypre et donc surtout au Kenya. C'est là qu'il a fait, on va dire, ses classes. Et en Irlande, mais ça j'y reviendrai après. Et il a écrit un ouvrage
très cyniquement intitulé « Opération de basse intensité, subversion, insurrection et maintien de la paix ». Alors le livre a été publié en 71 et il a été très 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 vite retiré. Mais bon, il y a quelques exemplaires qui circulent encore. J'ai essayé désespérément de le trouver Sur Internet, il est en disponible consultation PDF, hein. gratuite. Alors on traduit, évidemment, il n'a pas été traduit. Non. Il est uniquement en anglais, donc bon, si vous voulez vous y jeter dessus en anglais, vous pouvez le faire. Très sincèrement, c'est une purge. Voilà, je vous le cache pas. C'est bon, c'est à lire, mais vous n'allez pas, vous allez pas passer un moment extraordinaire. Mais en tout cas, vous allez le voir par la suite, tout est dedans. Enfin, en tout cas, une bonne partie de ce que nous avons vécu autour des révolutions colérées ou ce genre de prétendue révolution spontanée. En fait, la base de ces mouvements, elle est induite, elle est directement inspirée de la doctrine Kitson. En fait, il y a Colomb, il y a quelques années, qui avait écrit une préface d'un ouvrage d'Eva Gollinger après le coup d'État contre Chavez en 2002. Et dans cette préface, en fait, Colomb était revenu donc sur la doctrine Kitson. C'était quasiment une des premières fois que dans la presse, ou disons, on va dire, le monde éditorial francophone, on abordait ce sujet. Donc je vais vous lire ce que disait Colomb à propos de Kitson et de sa fameuse guerre spéciale. Alors Kitson leur père à tous. Tout général qu'il soit, Kitson considère que la répression militaire et policière classique n'a aucune chance de réussir sans une campagne pour gagner les cœurs et les esprits, qu'il appelle guerre psychologique stratégique. Que recouvre ce terme mystérieux ? Cela se clarifie quand on examine l'ensemble des méthodes prônées et utilisées par Kitson. Donc là, en fait, ce que je vais vous citer, c'est justement en fait le contenu du livre. Former tous les cadres importants des ministères, armée, affaires étrangères, aux techniques de psyop, opérations psychologiques, de l'opinion. Monter des pseudo-gangs, ce que vous expliquez tout à l'heure Thibault, qui recueilleront un maximum d'informations, mais qui, surtout en menant des coups attribués à l'ennemi, permettront de le discréditer. Employer les forces spéciales, dans son cas c'était les SAS, pour réaliser des attentats qui seront attribués à l'ennemi afin d'augmenter la tension et justifier la répression. Créer des divisions, par exemple en provoquant une guerre de religion. Fabriquer de faux documents, black propaganda, qui seront attribués à l'ennemi afin de le discréditer. Infiltrer des agents ou recruter des traîtres, par chantage ou corruption, au sein des organisations de l'adversaire, toujours afin de le discréditer, voire de provoquer des scissions. Militariser l'info de la BBC et y censurer totalement le point de vue adverse. Bon, là, vous remplacez BBC par les chaînes que vous voulez. Filtrer l'information à destination de la presse internationale et s'y assurer des complicités. C'est pas très compliqué. Fournir des documents photographiques pour influencer l'opinion. Utiliser des journalistes comme espions sur le terrain. Utiliser la musique pour attirer des jeunes avec un message apparemment dépolitisé. Excuse-moi. Sur l'utilisation de la musique, donc on a vu ce qui avait été fait aux États-Unis dans les années 60. Il y a Igor Panarin qui est un Russe qui travaille beaucoup sur tout ce qui est guerre de l'information, qui attribue lui très clairement mai 68 en France à l'Institut Tavistock. Et tout ce qu'il y a eu en accident depuis, il l'attribue également à l'Institut Tavistock. Voilà. La CIA qui est financée. La CIA, ouais, mais il l'attribue. Ah, ça, je ne savais pas. Mais en tout cas, sur Tavistock, mai 68, c'est eux qui l'attribuent. Il y a le nom d'une militante d'attaque dont le nom m'échappe, qui avait évoqué l'influence des réseaux atlantistes dans mai 68. Et j'ai oublié son nom, je suis navré. Possible, ouais. Et je sais qu'elle a été écartée d'ailleurs d'attaque. On lui a dit, bon, t'es gentil, mais tu iras parler à côté. Donc utiliser la musique pour attirer des jeunes avec un message apparemment dépolitisé, mettre en place et populariser de faux mouvements spontanés, présentés comme neutres et indépendants, en réalité financés et téléguidés, afin de diviser et affaiblir le soutien au camp adverse. Alors sur ce dernier point, Colomb fait une aparté, il fait une petite parenthèse. Il explique qu'en Irlande, Kitson avait mis en place, il avait créé, on va dire quasiment ex nihilo, un mouvement pour la paix que la presse internationale présenta comme une initiative, comme toujours spontanée, qui en réalité fut financée par Londres et Washington. Deux femmes, dont le passé fut soigneusement caché, furent présentées comme des citoyennes ordinaires et reçurent tous les fonds et la publicité nécessaires pour se créer une large réputation et diminuer le soutien à l'IRA.
En Irlande même, elles furent, après 1 an et demi, démasquées et discréditées, mais pas à l'étranger. Voilà. En fait, donc Kitson, évidemment, pose, avec un autre personnage dont je vais vous parler dans quelques instants, ce qu'on a appelé les révolutions de couleur. Et c'est un personnage qui est central, mais dont on ne parle quasiment jamais. Et en fait, qui a une influence absolument capitale sur cette dernière décennie, et encore plus, on va dire, depuis 2000, et le renversement de Milosevic. Je vous expliquerai pourquoi je donne cette date-là en particulier. Parce que c'est à partir réellement de cette date que les nouvelles méthodes en fait, de révolution prétendument spontanée vont se mettre en place. C'est la révolution qui, en 2000, va renverser Milosevic. Donc je vais aborder un autre personnage qui peut-être vous dira un peu plus de choses. Gene Sharp. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Pas plus. D'accord. Pardon ? Albert Einstein, je crois qu'il y a une ONG Albert Einstein. Voilà, c'est ça. Albert Einstein Institution, ouais, exactement. Alors en fait, il est présenté un peu rapidement comme le gourou des révolutions arabes, du printemps arabe. Et en fait, ce personnage est né le 21 janvier 1928, et il est surnommé le Machiavel de la non-violence ou le Clausewitz de la guerre non-violente. Et il est ancien professeur à Harvard. Et effectivement, il est fondateur de l'Albert Einstein Institution. Alors, il a écrit un manuel, un ouvrage de 137 pages qui s'appelle « De la dictature à la démocratie », qui est également disponible, que vous pouvez consulter, qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, à lire que le Kitson. Enfin, je crois qu'il est en français, ouais, il me semble. Il a dû être traduit. Et il y a 198 méthodes d'action non violente qui sont citées. Je vais vous en donner quelques-unes qui sont assez amusantes.